Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors la vidéo d'aujourd'hui est consacrée au suivi du compte titre ordinaire. On est dans l'épisode 9. Donc un compte titre ordinaire qui est à 17 249. Il n'a pas trop baissé. Les plus-values réalisées jusqu'à aujourd'hui 2 925 euros. Et le sous-titre de la vidéo c'est le bon moment pour faire le ménage. Alors, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur cette vidéo? Donc, le premier point, on est entré en bear market. Donc, tous les marchés américains sont orientés négativement, avec pour deux des principaux indices à plus de 20% de baisse depuis le début de l'année. Donc c'est l'opportunité pour moi de faire le nettoyage du portefeuille. Donc on va voir un petit peu la plus-value que j'ai réalisée depuis que j'ai ouvert le portefeuille. Donc c'était en décembre 2020, fin d'année 2020, donc ça fait à peu près 18 mois. J'ai vendu pas mal de positions en moins-value. Donc quand on parle de nettoyage, on fait surtout un nettoyage par le bas. Et puis pour compenser en fait mes moins-values, j'ai cédé également des positions en plus-value. Mon objectif étant d'avoir une fiscalité à peu près neutre lorsque je vais déclarer notamment sur les plus-values. Ce ne sera pas le cas sur les dividendes, mais ce sera, j'espère, à peu près le cas sur les plus-values. Ensuite, un renforcement de ma stratégie sur les ETF. Donc, je l'avais précisé en début d'année, mon objectif c'est d'avoir un portefeuille équilibré, 50% d'actions en rendement et puis 50% d'ETF, notamment en accumulation, hein, c'est-à-dire que des ETF qui ne distribuent pas de dividendes mais qui les réinjectent en fait dans l'ETF lui-même. L'objectif étant bien sûr d'éviter au moins dans un premier temps l'imposition sur la plus-value. Ensuite, l'achat d'un ETF sur l'or. J'en ai déjà un sur l'argent, donc en complément, j'ai démarré une ligne en fait sur un ETF or exposé USD. J'avais le choix entre USD et euro, j'ai choisi USD. La majorité de mes investissements en bourse au travers du PEA est en euros, et là en fait sur la partie CTO, donc j'ai plutôt eu un choix volontaire d'avoir une double exposition à la fois sur les marchés américains mais également sur la devise dollar. Et enfin, garder un volant de liquidité en cas de chute marquée. Alors même si les marchés ont baissé sensiblement, notamment aux États-Unis, c'est pas impossible qu'ils continuent de baisser, notamment au cœur de l'été. Voilà, donc ce sera une opportunité en fait pour moi, peut-être pour renforcer des lignes ou acheter de nouvelles actions ou de nouveaux ETF. Alors, on est entré en bear market, hein, donc si on regarde les indices, donc Nasdaq, SP500 et puis Dow Jones, donc depuis le début de l'année pour le Nasdaq, on est à moins 30% quasiment, moins 20% sur le Standard & Poor's 500 et peut-être un peu plus light pour le Dow Jones, moins 15%. En tout cas, on est plutôt mal orienté, que ce soit au niveau depuis le 1er janvier, au niveau de la semaine, du mois, des 3 mois ou des 6 mois. Bien sûr, on est au mois de juin. Les 6 mois correspondent plus ou moins en fait au début de l'année. Alors c'est une baisse qui s'est quand même amorcée depuis un an sur les marchés américains. C'est quelque chose d'assez intéressant à noter. Donc si on revient un an en arrière, on est à peu près au cœur de l'été 2021. Alors, est-ce que la question que je me suis posée, c'est est-ce que les marchés sont à leur prix? Donc, si on regarde le Nasdaq, alors ce que je vous ai fait ici comme représentation, c'est une représentation en jaune, l'évolution du cours du Nasdaq depuis 2002. C'est une évolution trimestrielle. Et puis en rouge, vous avez sa droite de régression, non pas linéaire mais logarithmique.
Donc on peut voir que si on compare les deux, on voit que le Nasdaq jusqu'à peu près l'année 2020 collait assez bien en fait à sa droite de régression. Et puis il a flambé vraiment depuis mars 2020. Et puis depuis donc un an, on assiste quand même à un retour en fait vers quelque chose qui correspond à sa droite de régression. Donc on est actuellement à 11 000 points, peut-être un petit peu plus, 11 100 points. Ce qui correspond, si on compare par rapport à sa droite de régression, il est légèrement au-dessus de 4,11%. Donc typiquement, ça peut être, on peut commencer à regarder un ETF indexé sur le Nasdaq, puisqu'il correspond plus ou moins en fait à sa valeur théorique sur une droite de régression. Alors si on regarde maintenant la même chose mais sur le Standard & Poor's 500, donc là c'est pas une vision trimestrielle mais annuelle depuis 2002. Donc le Standard & Poor's 500, lui, il est quasiment en fait revenu sur sa valeur théorique de droite de régression, hein. À la clôture hier, on était à 3790. La valeur linéaire selon la droite de régression logarithmique 3712, donc on est vraiment à proximité. Alors, vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo, j'ai renforcé pas mal en fait sur un ETF attaché au Standard & Poor's 500. Alors si on regarde maintenant l'état du compte titre ordinaire et les plus-values au 15 juin 2022, je fais une vidéo en fait tous les 15 du mois sur mon compte titre et puis à la fin du mois en fait sur le PEA, ce qui me permet d'équilibrer à peu près en fait le travail de préparation des vidéos. Donc je suis à 17 249, qui est à peu près stable hein, par rapport au mois dernier. Alors légèrement en repli au niveau de la plus-value, puisque j'ai un apport mensuel de 350 euros. Donc j'ai reculé à peu près de 150 euros. Donc au total, j'ai perdu, on va dire sur le mois, à peu près l'équivalent de 600 euros. Donc sur mon portefeuille. J'ai pas mal de liquidités liées au ménage, hein, donc 1791 euros de liquidité. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis voilà, donc si on regarde un petit peu de manière un peu plus loin, en fait, depuis l'ouverture du compte titre ordinaire, donc j'ai un recul d'un an et demi. Et la plus-value réalisée en fait depuis le départ, puisque j'ai fait une grosse partie de mes versements au départ, autour de 9000 euros. Puis ensuite 350 euros par mois en moyenne, même si au début c'était un petit peu saccadé, là depuis on va dire un an. J'ai vraiment des versements réguliers de 350 euros par mois. Donc je suis en plus-value de 16,95%, soit une base annuelle de 11%, ce qui est plutôt, je trouve, ce qui est plutôt pas mal. Alors, c'est quand même à modérer, hein, puisque j'ai quand même investi lorsque les indices étaient relativement bas et donc il y avait beaucoup d'opportunités sur les actions au moment où j'ai investi la majorité de mon portefeuille, hein, à peu près 60% de mon portefeuille. Un des facteurs explicatifs, donc c'est bien sûr le choix d'actions à rendement hein, qui m'ont permis de faire croître mon portefeuille, les plus-values latentes. Donc pas mal d'actions ont été en forte progression, on le verra un petit peu plus loin. Et puis aussi la parité USD entre le dollar et l'euro qui m'a été favorable. J'en parle un petit peu plus loin. Alors effectivement, là, si on regarde un petit peu l'évolution de la parité entre l'euro et l'USD, mais plutôt l'USD et l'euro, il y a eu 15% d'impact favorable en fait sur la plus-value de mon portefeuille. Mon portefeuille est à plus de 80% exposé en dollars, hein, notamment au travers des actions, quelques ETF dollars. J'ai très peu d'actions, on va dire, euros. Donc quand j'ai ouvert mon CTO, donc c'était le 14 décembre 2020, où j'ai commencé à investir. Alors même si les sommes étaient relativement faibles sur la fin de l'année 2020 et beaucoup plus importantes en 2021, on avait un dollar à 1,21 euros. Donc on a une parité en fait qui est passée de 1,21 à 1,04.
Donc il y a eu un impact, hein, puisque naturellement, même si les actions, même si le marché n'avait pris, qu'on va dire, zéro en termes de croissance, au niveau du portefeuille d'actions, eh bien j'aurais eu 15% en fait de gains liés au fait que j'ai acheté en fait des actions en dollars et le dollar s'est renforcé. Voilà, donc voilà. Alors effectivement, ça peut être une interrogation pour les années à venir. Est-ce que l'euro va remonter en fait autour du dollar ou est-ce que le dollar va continuer en fait à se renforcer par rapport à l'euro? Bon, là, on peut pas le savoir en fait, hein. Alors, si on regarde l'évolution historique de la parité, on pourrait dire qu'on est plutôt dans un point bas. Après, voilà, moi je pars du principe que j'ai beaucoup de valeurs, et notamment sur mon PEA, donc qui sont bien sûr en euros. Je pense qu'une exposition à une valeur étrangère, alors on va pas dire une valeur forte, mais au moins une valeur de référence, ça peut être toujours une bonne chose. Au cas où l'euro s'effondre, j'aurai au moins une compensation en fait sur le fait que des placements dans une devise étrangère, et notamment une devise forte comme peut être le dollar, qui reste quand même une référence, peut être un atout considérable. Alors l'effet marquant en fait sur la période, donc le nettoyage du portefeuille. Donc j'en ai profité avant l'été pour faire un nettoyage complet du portefeuille. Donc j'ai vendu des positions qui étaient en moins-value, donc pas mal d'actions. Et puis j'ai compensé en fait par des positions qui étaient en plus-value. Alors j'ai oublié un S à position. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai vendu? Donc j'ai vendu en fait à la fois des ETF hein, qui étaient négatifs, alors tous les ETF sur la digitalisation, l'automation, la robotics, digital security. Voilà, donc j'ai vendu en fait tous ces ETF qui étaient négatifs. J'ai vendu également des lignes d'action qui étaient en moins-value, comme Starbucks, Oneok, 3M, AT&T, Warner Bros, Discovery, BG Food, Walgreen Boots Alliance. Voilà, donc pas mal d'actions qui étaient en moins-value, pas mal de TF en moins-value, et j'ai compensé en fait. Alors j'aurais pu vendre des actions qui étaient en plus-value. J'ai fait plutôt un choix de m'alléger en fait sur l'ETF Oil and Gas qui avait pris plus de 100% en fait au niveau historique. Voilà, donc la vente de lignes sur, j'ai pas vendu toutes mes lignes hein, ETF Oil and Gas, il m'en reste toujours, mais j'ai vendu suffisamment pour compenser les moins-values. Alors, fait marquant également, j'ai renforcé ma stratégie ETF. Alors même si j'ai allégé la partie Oil and Gas, j'ai renforcé notamment mon ETF Standard & Poor's. Voilà, donc sur plus de 1800 euros, hein, donc c'est quand même une ligne, un achat très conséquent. Alors tout simplement, pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'indice Standard & Poor's est revenu en fait à une valeur théorique liée à sa droite de régression. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va passer en dessous, qu'il va pas passer en dessous, c'est tout à fait possible dans les semaines et mois à venir, mais en tout cas, j'estime qu'il est aujourd'hui à son prix. C'est quand même un indice, si on regarde historiquement, c'est un indice quand même qui est en évolution permanente autour de 8-10% en fait en croissance annuelle en moyenne. Voilà, donc même si on rentre sur un marché bear market qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, de toute façon, je continue à renforcer cet ETF qui, de toute façon, partira en croissance dans les années à venir. Le deuxième point, c'est un achat d'ETF sur l'or. Donc voilà, c'est l'Amundi Physical Gold ETC, donc qui est également exposé en dollars. Voilà, donc j'avais pas d'or dans mon portefeuille, voilà, donc j'ai initié une première ligne. C'est pas forcément énormément, c'est autour de 280 en fait. Et j'ai également acheté, renforcé légèrement en fait de l'ETF sur l'argent.
Alors donc j'avais dans la dernière vidéo présenté l'ETF Standard & Poor's 500. Donc c'est un ETF à accumulation, c'est-à-dire que tous les dividendes versés par les sociétés qui composent cet ETF sont automatiquement réinvestis en fait en nouvelles actions dans l'ETF. Donc il n'y a pas de versement de dividendes, les dividendes sont complètement réinvestis. Ce que vous avez en bas en fait c'est l'évolution graphique sur les 5 dernières années de cet ETF. Alors, qui a connu effectivement des baisses, hein, typiquement une baisse importante au mois de mars 2020. Actuellement, une baisse relativement sensible, donc on peut tout à fait se retrouver autour des 350 euros. Voilà, donc dans ce cas, je continuerai à renforcer. Voilà, mon objectif, c'est peut-être de simplifier mon portefeuille et de renforcer, et finalement en termes de suivi, de me simplifier la vie au travers d'un ETF Standard & Poor's 500 qui est très représentatif du marché américain. Au niveau des transactions, donc comme je l'ai dit, en fait, je suis rentré sur un ETF Gold à hauteur de 291 dollars, 280 euros à peu près. Ensuite, j'ai renforcé également deux lignes qui étaient en moins-value. C'est Unibail Rodamco et Gecina. Alors la particularité, c'est que ce sont plutôt des valeurs immobilières, ce sont des valeurs françaises qu'on ne peut pas mettre dans un PEA, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon compte titre ordinaire. Gecina est plutôt orienté bureau, principalement les quartiers d'affaires parisiens, avec on va dire de très beaux emplacements. Unibail Rodamco, on est plutôt sur les centres commerciaux. Alors pourquoi j'ai acheté Unibail Rodamco? En fait, Xavier Niel, le PDG de Free, est actionnaire. Il a pris pas mal de parts. Je crois que c'était en 2020. Il a forcé un petit peu le conseil d'administration à réorganiser et optimiser un petit peu la gestion de la société. Et je pense que d'ici quelques années, en fait, Unibail Rodamco va sans doute régénérer à nouveau de très bons profits et donc verser un dividende confortable aux actionnaires. Je crois qu'on est de l'ordre de 5 euros par action en termes de earning per share, hein, de gains par action. Donc si on a une distribution même de 50 ou 60% ou 80%, on peut avoir un dividende qui peut tourner autour entre 3 et 5 euros. Voilà, donc c'est ce qui est pas du tout une mauvaise chose compte tenu du cours actuel de l'action autour de 50 euros. On serait autour des 8% de rendement. Ensuite, j'ai renforcé également l'ETF sur l'argent. Alors même si depuis mon achat il fait pas grand chose, il tourne autour des 20 euros. J'ai néanmoins renforcé avec la partie gold, donc cette partie silver. Donc on aura des métaux précieux en fait dans le portefeuille. Et puis un renforcement assez fort sur la ligne ETF Standard & Poor's 500 avec un investissement, une ligne de 1856 euros qui vient renforcer ce que j'avais déjà. Donc je crois que j'en avais un ETF, une ligne d'ETF, j'ai renforcé en achetant 5 quantités. Alors si on regarde le portefeuille, ou du moins l'ensemble des lignes principales, voilà, donc j'ai fait une copie d'écran en fait pour que vous voyez un petit peu l'ensemble de mes lignes. J'ai classé en fait sur le montant, donc sur les valeurs. Donc on peut voir que ma première ligne c'est ABBV qui a connu une croissance de 53% depuis mon investissement. En deuxième ligne j'ai du Chevron avec quasiment un doublement, plus 91%. J'ai très peu de lignes en fait qui sont négatives. Les lignes qui sont négatives, donc on va retrouver les deux immobilières Gecina et Unibail Rodamco. Unibail Rodamco, je suis quasiment à l'équilibre. Gecina, je suis à moins 10%. Et puis en très forte moins-value, Alibaba Group, en fait, je suis à moins 15%, avec une ligne qui est relativement importante dans mon portefeuille, de l'ordre de 700 euros. Voilà, donc
Globalement, j'ai un portefeuille qui a été plutôt performant depuis l'ouverture. J'ai liquidé donc les lignes qui étaient en moins-value, ce qui me permet aussi d'avoir une présentation assez sympa en fait du portefeuille. C'est toujours bon pour le moral lorsqu'on ouvre le portefeuille et qu'on voit plutôt du vert que du rouge. Voilà. Bon, après, c'était un choix. J'étais en forte plus-value sur ce portefeuille, donc je peux me permettre d'éliminer les lignes qui n'ont pas progressé sur l'année. Du côté des ETF, donc les trackers, donc on peut voir là par contre c'est un peu moins séduisant, hein, à part l'ETF iShare Oil and Gas qui a quasiment doublé, tout le reste est négatif, hein. Donc Standard & Poor's, je suis à moins 17% sur la partie consommation discrète. Donc là, ça n'a pas été un bon choix en fait. Alors je vais voir ce que je fais sur cet indice, hein, puisque le secteur de la consommation discrète au sein du Standard & Poor's fait partie également de l'ETF Standard & Poor's 500. Donc quelque part, il y a c'est deux fois la même chose. Donc c'est juste que quelque part, on met l'accent en fait sur la consommation discrète. Ensuite, donc la partie métaux précieux avec silver et gold, et puis l'énergie, en fait, oil and gas. Donc oil and gas, je garde. Donc j'ai allégé pour compenser mes moins-values. Pour le reste de ce qui me reste, hein, c'est-à-dire autour de 400 euros, je vais garder sur le long terme, au moins horizon peut-être 5 ans. Je pense que les problématiques énergétiques qui ne sont pas uniquement liées à la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui risque de durer malheureusement pour nous, consommateurs. Et donc, avec toutes ces questions de transition énergétique, je pense que l'énergie, au moins pendant la durée de la transition, va nous coûter extrêmement cher. Et typiquement, le secteur qui était délaissé il y a 1 an et demi, qui étaient les énergies, on va dire, fossiles, notamment le pétrole, a connu une explosion depuis. Alors je sais pas si ça vaut le coup de rentrer maintenant, mais en tout cas, à mon avis, même s'il y a une baisse avec une récession, la récession économique amène toujours une baisse, notamment sur le pétrole. Je pense que ce sera peut-être une opportunité, si ça baisse fortement, peut-être de se renforcer, puisque, après c'est mon avis, je pense qu'on repartira à la hausse lorsque l'économie repartira. Tableau des dividendes. Voilà, donc à ce jour, en fait, j'ai touché, donc c'est du brut, 262,46 € en cumulé, hein, jusqu'à à peu près les 6 premiers mois de l'année. Donc j'ai fait une moyenne, c'est à peu près 46 euros. Avec ma stratégie qui était une croissance de 4% en fait, liée aux dividendes, je suis légèrement en dessous. Je dois être à 3, plutôt 3% en fait. Euh, voilà, mais c'est un petit peu normal puisque le, le portefeuille est en phase de constitution et donc forcément au début les dividendes la partie dividende est moins importante. Par contre, je suis largement au-dessus des 4% de croissance des plus-values latentes, hein. Je suis plutôt de l'ordre de 9%. Voilà, et puis j'essaye d'être régulier dans le versement d'apport, hein, donc 350 € par mois. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais tenir en fait sur la distance. Donc si on regarde un petit peu donc les dividendes en montant, on voit que bon, le mois de juin, c'est pas forcément un mois où on touche le plus de dividendes, en tout cas pour le portefeuille que j'ai. Ce qui est quand même assez sympa, c'est qu'on a quand même j'ai calculé en moyenne c'est 46 € par mois, hein, donc j'ai quand même un portefeuille qui génère 46 € par mois, alors c'est du brut. Si on enlève 30%, bah, ça fait 30 € par mois. Donc c'est, on va dire, c'est un abonnement téléphonique ou un abonnement Internet qui est payé en fait par les dividendes nets que je touche sur mon portefeuille. Alors j'espère effectivement et j'espère observer dans les années à venir une croissance en fait du montant des dividendes d'année en année.
Voilà, donc pour terminer, donc la composition du compte titre ordinaire au mois de juin 2022. Donc à gauche, je vous ai mis la répartition. Donc vous avez en rouge la majorité de mon portefeuille. Aujourd'hui, 55% sont des actions américaines. J'ai 8,9% d'actions françaises, donc globalement 60% d'actions, 25% d'ETF et puis le reste en liquidité. Donc la partie ETF progresse, hein, je suis autour de 25%, sachant que mon objectif c'est d'avoir la partie ETF autour de 50%. Ensuite à droite, j'ai la décomposition par secteur d'activité, donc je suis relativement peu exposé aux techno, c'est pour ça que mon portefeuille a peu baissé. En fait, quand j'ai démarré mon portefeuille à la fin de l'année 2020, courant d'année 2021, j'ai pas investi dans les GAFAM ou les sociétés, on va dire, de croissance américaines, parce que j'estimais qu'elles étaient à des prix beaucoup trop élevés, donc bien m'en a pris. Très peu de techno et les quelques lignes de techno, à part Alibaba qui a baissé très fortement, mais je suis plutôt en territoire positif. La grosse partie de mon investissement, donc, c'est les énergies, la santé, l'immobilier. Hein, donc c'est un petit peu les trois piliers, notamment sur le long terme. Alors l'énergie, je l'ai expliqué, la santé, parce que je pense qu'avec le vieillissement de la population, donc les dépenses en fait de santé vont être de plus en plus importantes. Aux États-Unis, donc les dépenses de santé sont très très importantes et il y a un niveau de prix qui est fixé par les laboratoires qui est relativement élevé, ce qui permet de générer de la marge. Donc là, c'est l'investisseur qui parle, hein, c'est pas forcément le citoyen. Et puis la partie ETF avec un Standard & Poor's 500, alors j'ai préféré le sortir en fait, sachant que le Standard & Poor's va regrouper notamment des sociétés de technologie, de la santé, de la finance, d'énergie, etc. Voilà, et puis un petit peu de matières premières. Alors j'ai du mal à identifier, trouver des sociétés autour des matières premières, notamment aux États-Unis. Donc j'ai notamment Rio Tinto qui a des fortes variations, mais qui néanmoins me donne satisfaction pour l'instant. Et puis le retail. Alors avec la conjoncture économique, je me demande si je ne vais pas liquider certaines lignes sur la partie retail. Donc ça, c'est encore une question que je me pose. Alors, ma stratégie pour le deuxième semestre, donc comme je l'avais dit en début d'année, donc renforcer les ETF, ça c'est, je pense que c'est une vision sur le moyen terme, hein, 50% d'actions, 50% d'ETF. Simplifier le nombre de lignes au niveau des actions. Alors, pour être transparent, j'ai pas énormément de temps à consacrer à la gestion de mon compte titre ordinaire, hein. Je passe beaucoup de temps plutôt sur mon PEA en termes d'analyse et de stratégie. Donc peut-être que l'idée sur le compte titre ordinaire, ce sera de continuer à simplifier le nombre de lignes, garder vraiment ce qui sera à mes yeux essentiel, et puis plutôt avoir un management au travers des ETF en mode DCA par exemple, ou alors essayer d'identifier des zones d'opportunités d'investissement, notamment lorsqu'il y a des baisses en fait sur les actions ou les indices. Et le troisième point, c'est rester liquide, hein, puisque on n'est pas à l'abri d'un crack beaucoup plus fort qu'une baisse qu'on a connue depuis le début de l'année. Et là, le fait d'avoir des liquidités, ça permet de rentrer en fait sur des actions qui seraient entre guillemets massacrées. Voilà, j'ai terminé la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Au revoir.